Merci beaucoup, Monsieur Supio, mais merci surtout pour l'invitation de parler ici devant vous sur ce thème particulièrement important des solidarités en Europe. Et si je veux commencer ici avec quelques réflexions sur l'histoire de ces solidarités européennes. Je ne veux naturellement pas vous donner un cours sur l'histoire de l'Europe, ni sur le kaléidoscope de ces mémoires qu'on a donc évoqués dans ces grands livres de 2,5 kg qui s'appelle Europa, notre histoire. Mais je crois que l'actualité de ces jours-ci, surtout après tout ce qui s'est passé en Méditerranée autour de l'Aquarius de l'SOS Méditerranée et autour des naufragés qu'elle a transportés de la côte libyenne finalement jusqu'en Espagne, nous conduit et me conduit presque inévitablement à m'orienter vers la question des solidarités européennes face à l'accueil des migrants. Une question de solidarité envers les migrants, mais aussi une question de solidarité entre les différents États européens face aux défis migratoires. Ces deux aspects ont bien leur propre histoire et qu'on pourrait développer ici si on avait le temps. L'histoire du droit d'asile et de l'encadrement juridique de la migration, un aspect de l'histoire de l'État moderne et de ce qu'on pouvait appeler l'administration de la solidarité d'un côté, et de l'autre, l'histoire des mobilisations pour la solidarité internationale envers les migrants, une histoire de la société civile et de ses dynamiques propres, des dynamiques d'une solidarité plus ou moins spontanée, très liée d'ailleurs à la médiatisation et à l'attention que certains sujets captent à des moments précis dans l'espace public. Comme je l'ai dit, ces deux problématiques ont bien leur propre historiographie qui raconte une histoire importante et intéressante. Et d'ailleurs, un colloque aura lieu dans 10 jours à l'Université de Créteil sur ce thème, administrer l'exil du XIVe au XIXe siècle. Mais je voudrais prendre l'occasion de cette courte mise en perspective historique au début de notre colloque pour évoquer une autre dimension qu'on oublie peut-être trop facilement quand on parle des solidarités européennes et qui intervient aussi dans le contexte plus large de la question migratoire. Je veux parler ici de la longue histoire que partagent les Européens avec les non-Européens et qui s'est déroulée pendant une très longue période historique dans le cadre du système colonial. Vous pourrez alors demander en quoi alors ce système colonial peut affecter aujourd'hui, 50 ans après la grande vague de la décolonisation, la question des solidarités européennes. La réponse la plus simple à cette question, tout à fait légitime, pourrait être d'invoquer l'histoire de l'aide au développement. Cette aide est en effet née dans les années 1950 dans le prolongement de la politique de la modernisation entretenue par les puissances coloniales dans les dernières décennies de leur régime colonial. C'est aussi la raison pourquoi on trouve, comme l'a montré par exemple mon collègue Martin Remper de l'Université de Constance, pour une bonne partie les mêmes acteurs, les anciens administrateurs coloniaux ou des experts de la modernisation au début des administrations européennes qui gèrent cette aide au développement. Et même ces États européens qui, comme l'Allemagne fédérale ou la Suisse, n'avaient pas participé à l'entreprise coloniale ou n'avaient plus des colonies dans les années 50, s'inscrivaient alors, comme l'autre les ont montré, leurs initiatives pour l'aide au développement dans le même état d'esprit colonial
ou néocoloniales que leurs voisins. Mais on peut aller encore plus loin dans le temps et évoquer ici les liens étroits du discours de la solidarité qui s'est développé en Europe au XIXe siècle autour notamment de la question ouvrière et la question de la paupérisation d'une large partie de la population au cours de l'industrialisation. Donc, de ce discours auquel nous devons, entre autres, la naissance des politiques sociales dans les différents États européens. Donc, ces liens de ces discours de solidarité européens ou entre Européens avec les débats autour de l'abolition de l'esclavage portés par les mouvements anti-esclavagistes de la première moitié du XIXe siècle. La figure de l'ouvrier esclave a été en effet une image très puissante pour les débats politiques aussi bien au XIXe qu'au XXe siècle et souligne bien les convergences entre ces mouvements anti-esclavagistes et celui de la réforme sociale. Elle nous rappelle à quel point l'industrialisation du XIXe siècle s'est fait déjà dans un contexte de mondialisation des esprits, où on pouvait donc penser les statuts d'un ouvrier industriel européen dans les termes liés au système de la traite que les Européens eux-mêmes n'avaient certes pas inventé, mais perfectionné par l'introduction du commerce triangulaire des esclaves avec les colonies européennes aux Amériques et dans les Caraïbes. Bien sûr, malgré ces rapprochements dans les discours, les rapports entre le mouvement ouvrier et la réalité sociale dans les colonies sont toujours restés pour le moins complexes, souvent ambivalents, pendant l'ère coloniale. Car si les socialistes et communistes ont souvent critiqué tout au long de la période coloniale du XIXe et XXe siècle les excès de la colonisation et ont combattu donc les pires aspects de ces régimes de domination et d'exploitation que les États européens ont érigés dans le monde, ils ont quand même généralement soutenu l'idée même de la colonisation et de la mission civilisatrice des Européens face aux différentes populations hors de l'Europe. C'est plutôt donc un régime colonial au visage humain qu'ils défendaient pour la même majeure partie, acceptant par ailleurs, sans beaucoup de problèmes, des mesures coercitives comme le travail forcé. L'idée de la mise en valeur des colonies au profit de la métropole leur semblait ainsi tout à fait appropriée, justifiant continuellement la réelle exploitation des masses laborieuses dans les colonies avec l'idée d'une inculcation nécessaire des valeurs du travail, d'une modernité qu'on identifiait avec la civilisation européenne. Dans le même sens, l'exclusion des sujets coloniaux de la migration interne dans les espaces impériaux ne leur posait pas de problème, contribuant ainsi à la constitution d'une barrière difficilement franchissable et plus ou moins invisible entre la sphère coloniale d'un côté et la métropole européenne de l'autre, où déjà avant la Première Guerre mondiale, on abolissait les frontières et les ports de passeport entre la plupart des pays continentaux. Mais l'idée d'une libre circulation des populations coloniaux était considérée également comme une menace pour la classe ouvrière en Europe, et donc on acceptait bien ces restrictions pour les autres qui auraient pu donc être problématiques dans ce temps ici en Europe. On pourrait continuer ces récits, notamment avec un regard sur la guerre froide et les ambivalences de l'Union soviétique qui, dans le contexte de cette guerre froide, voulait bien soutenir les différents combats de libération des peuples opprimés dites des colonies occidentaux, mais qui ne voyaient guère de même œil une telle politique au sein même de son propre union. On pourrait continuer aussi avec l'idée qu'un vrai mouvement de solidarité envers les peuples du Sud s'est développé seulement
dans les pays occidentaux dans les années 70, avec un mouvement de solidarité sans précédent dont nous avons malheureusement trop souvent perdu la mémoire. Si nous regardons donc la situation d'aujourd'hui ainsi sous l'angle historique, on se rend compte à quel point la situation actuelle des migrants sur l'Aquarius est tributaire de cette longue histoire que partagent l'Europe et l'espace non européen. Une histoire marquée aussi bien par les contacts et les échanges fructueux que par la violence et par l'exploitation. Mais si, en effet, sur un plan de la politique, la période coloniale nous semble aujourd'hui très loin, ces discours ne le sont beaucoup moins, comme le montre, par exemple, malheureusement, tous les jours la rhétorique de l'extrême droite vis-à-vis des migrants qu'on peut lire dans la presse, ou encore pire, car non filtrée, dans les réseaux sociaux, qui puisent dans les vieux stéréotypes hérités de l'ère coloniale. Il y a en effet une mémoire coloniale sous-jacente qui est constamment réutilisée et actualisée dans le contexte politique aujourd'hui, qui nourrit cette rhétorique d'une bonne partie de la population envers les migrants. Elle est malheureusement bien plus présente que la distance temporaire avec la période coloniale pourrait laisser penser. Et c'est elle qui peut expliquer non pas seulement le manque d'empathie pour les réfugiés et les migrants qu'on peut observer dans bien des cercles de la population européenne d'aujourd'hui, mais aussi le maintien d'une stricte exclusion des populations non européennes de la sphère de la solidarité entre Européens, celle de l'État social. Les rapports complexes qui caractérisaient donc dès le début les rapports entre discours humanitaires anti-esclavagistes dans la sphère non européenne d'un côté et les discours sur la solidarité sociale à l'intérieur des sociétés européennes de l'autre, on les retrouve donc tout à fait aujourd'hui encore dans le contexte de la crise du modèle de l'État social européen, mais dans une autre constellation politique et médiatique où les solidarités s'expriment aussi différemment, par exemple à travers un bateau affrété par la société civile européenne qui justement apporte la solidarité aux frontières du continent, là où se forme depuis longtemps l'identité européenne dans la distinction entre eux et nous, entre barbares et civilisés. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette mise en perspective. Je vous propose, on va passer sans transition aucune à l'exposé de Madame Laurence Burgorg Larsen, qui est professeure de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est une université avec laquelle le collège entretient des relations approfondies. Alors, Madame Burgorg Larsen est spécialiste de droit européen et de droit international des droits de l'homme, et elle dirige notamment les cahiers européens aux éditions Pédone, et a publié récemment un ouvrage intitulé La Charte des droits fondamentaux, saisie par les juges en Europe, et beaucoup d'autres ouvrages, mais je ne veux pas donner toute votre bibliographie, chère Laurence. Donc vous avez la parole.